Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 109, consacrée au film La Dolce Vita de Federico Fellini. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, pas de bêtises, parce que ce virus continue de circuler. Exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant et pour ne pas être abéti. Et puis surtout, exercez votre proximité cinéphile en regardant des œuvres du 7e art et notamment, je l'espère, en venant dans votre cinéma, je l'espère aussi préféré, l'Odyssée, où le film La Dolce Vita est à l'affiche jusqu'au 6 octobre 2020 dans le cadre d'une manifestation de 5 films qui sont là pour célébrer les 100 ans de la naissance de Federico Fellini, puisqu'il est venu au monde en 1920 et que nous sommes en 2020. Alors, s'il y a un film auquel probablement on pense en premier lieu quand on entend le mot de Fellini, c'est bien La Dolce Vita. Le film a été réalisé et sorti en 1960. Il a gagné la Palme d'Or à Cannes, où il était en compétition avec d'autres films, notamment L'Avventura de Antonioni, mais c'est Fellini qui l'a emporté et qui, en faisant un film fleuve qui fait près de 3 heures, 2h54 pour être précis, mais qui est un film incontournable évidemment, non seulement quand on parle de Fellini, mais qui est un film incontournable quand on veut avoir une idée des grands films qui ont marqué le 7e art, et notamment dans cette période des années 60 qui était probablement une des périodes d'épanouissement le plus extrême du cinéma. Et notamment un épanouissement dans le cadre duquel les cinéastes italiens, le cinéma italien, occupaient une place privilégiée, c'est évident. Alors, ce qui est formidable avec Fellini, c'est que c'est quelqu'un qui incarne essentiellement cette formidable faculté du cinéma, du 7e art, que j'appellerais la fantasia. En grec ancien, fantasia, ça signifie la capacité à créer des visions, des images, mais plus que des images, des visions. Une vision qui donne du sens, évidemment, aux images. Et pour cela, Fellini aime toujours se promener, non pas du côté de la recherche d'une cohérence rationnelle, ordonnée, d'une construction narrative béton, début, milieu, fin, thématique principale, une thématique centrale, et le tout est agité et donne un film quasi parfait par rapport au canon, notamment élaboré dans le cinéma hollywoodien, qui est particulièrement efficace à cet égard. Eh bien, Fellini, lui, au contraire, essaye de ne pas tomber dans une construction qui soit linéaire. Toute construction est linéaire, puisque c'est une chose après l'autre qui advient dans le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que les images et les visions créées ne sont pas asservies, dominées, maîtrisées, calibrées, en quelque sorte, par une construction narrative en béton, comme je m'étais permis de le dire un tout petit peu auparavant. C'est la vision qui importe. Et dans la Dolce Vita, on ne va pas raconter le film en entier. En plus, ça dure 3 heures le film, donc on ne va pas parler des heures et des heures. Mais c'est un film qui montre, à un moment donné, une vision de la société italienne à travers un personnage qui est un journaliste people, qui raconte des ragots, des informations, qui ne flatte que le sens du commérage, le voyeurisme, les petites rumeurs qui sont aussi futiles et inutiles que pourtant indispensables pour remplir, pensent les gens, pour remplir la vacuité de leur existence. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est particulièrement réussi.
il y a dans ce film, donc autour de ce personnage incarné par Marcello Mastroianni, qui avait fait des tentatives pour être écrivain et puis qui finalement, par facilité, s'était contenté de ce rôle de journaliste à la recherche de ragots pour faire People, eh bien, et qui est toujours à la recherche de faits divers pour valoriser et puis pour faire croire que ces faits divers constituent le sel, la saveur essentielle du déroulement de la vie d'une société, et notamment dans une capitale aussi prestigieuse, aussi sûre d'elle-même, je parle du point de vue de ses habitants, que pouvait l'être et que l'est encore aujourd'hui la ville de Rome. En tout cas, pour Fellini, c'était le cas. Il y a cette fascination chez Fellini pour cette ville de Rome. Et c'est d'ailleurs le film qui a aussi inventé, pour parler de ce thème de la futilité des faits divers, le mot de paparazzi, puisque un des journalistes, photographes présents dans le film s'appelle Paparazzo. Et par extension, eh ben on a fini par appeler paparazzi ceux qui courent après la capture de photos de vedettes pour dévoiler d'une certaine manière leur intimité et flatter nos tentations de faire du voyeurisme, car c'est une tentation à laquelle on résiste plus ou moins bien, mais qui est une tentation qui a une petite influence sur tout le monde, et personne ne peut dire que il en est complètement, à moins d'être un ermite, qu'il en est totalement désintéressé. Eh bien, dans ce film, il y a évidemment des visions de Rome qui sont extraordinaires, et la vision, par exemple, Anita Ekberg dans la fameuse fontaine de Trévi, ça c'est une des scènes les plus mythiques, devenues mythiques du film. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce fonctionnement futile de la société romaine, vous savez, c'est Yankelevitch qui avait écrit un livre de 800 pages dont le titre était « Le je ne sais quoi et le presque rien ». Bon, cette futilité apparemment inutile, elle donne du sens, immédiatement du sens, et elle permet de maintenir les gens à distance d'une angoisse par rapport à l'énigme de la vie, du sens à l'existence, alors que l'existence semble ne pas avoir forcément de sens bien établi. Mais si on accepte cela, alors tout devient sens dessus, sens dessous, comme dirait l'autre. Et bien donc c'est ces petites futilités qui confortent, qui réconfortent aussi, et sans exclure le fait que ces nouvelles, cette actualité traquée par Paparazzo et ses confrères, dont le personnage de Marcello Mastroianni, eh bien, elle peut avoir des aspects tragiques, bien sûr, mais c'est une façon de désamorcer le tragique, de le rendre profane, que de le transformer et dans une pâtée alimentaire des rubriques des faits divers. Bien. Marcello Mastroianni, écrivain raté, et avait un mentor qui s'appelait Steiner dans le film. Quand je dis Marcello Mastroianni, son personnage bien sûr, qui lui est un athée non-croyant, qui vit à l'écart ironique du monde, ce qui est le propre aussi de l'intellectuel, qui explique le monde, l'analyse, mais est dans un rapport d'impuissance totale du point de vue d'une capacité à transformer le monde, et qui va finir par se suicider en tuant ses 2 enfants. Et cette tragédie, eh bien, elle va être réduite au rang de fait divers. Et c'est l'occasion pour Mastroianni de promener dans Rome son désarroi désabusé, un désarroi désabusé, parce que la vie, il n'attend rien de la vie,
parce qu'il il pense que la vie n'a rien de sublime à lui proposer, sinon de quoi alimenter une survie. Et se promenant son désarroi désabusé, eh bien, Mastroianni donne l'occasion à Federico Fellini de nous montrer le fonctionnement d'une société qui est à lui-même, ce fonctionnement, sa propre finalité, c'est-à-dire d'une société qui pédale dans le vide, qui tourne en roue libre, mais dans le vide. Et c'est justement son point d'équilibre, c'est de tourner à vide, ou si vous préférez, de tourner dans le vide à cette société-là. Et il y a évidemment quelque chose de fascinant, de découvrir comment ce vide, eh bien, se remplit de contenus illusoires, qui ne sont que les illustrations d'une comédie humaine. Ce film est extraordinaire. Ce film a alimenté évidemment toute une série d'autres films, notamment italiens. La Fontaine de Trevi a alimenté une très très belle, a inspiré une très belle scène de Nous nous sommes tant aimés de Ettore Scola, que nous avons évoqué dans une suggestion cinéphile précédente. Et puis ça va aussi alimenter, mais sur le mode plus désespéré, non plus désabusé, mais radicalement désespéré, avec La Grande Bellezza, dont on a parlé très très récemment, de Sorrentino. Et je pense que La Dolce Vita est un film fleuve, mais dans le sens où il y a un écoulement fluide de quelque chose qui est à la fois inconsistant et consistant, de quelque chose qui flotte de façon éthérée, qui est là, mais en même temps insaisissable. Est-ce que vous pouvez saisir, est-ce que nous pouvons saisir l'eau qui s'écoule dans le lit d'une rivière ou d'un fleuve? Non, on peut toucher cette eau, mais on n'en retient rien d'autre que le souvenir de l'avoir caressée et le souvenir de la chaleur ou de la froideur de cette eau et de la limpidité de cette eau. Eh bien, ce film est un film limpide qui nous fait flotter comme si nous étions en suspens au-dessus d'un gouffre, le gouffre du vide de l'existence, mais suffisamment porté pour ne pas nous abîmer dans les profondeurs. D'ailleurs, le film commence par une image qui est absolument extraordinaire, le Christ, ou plus exactement la statue du Christ, qui vole accroché à un hélicoptère. Eh bien, c'est à ma connaissance le seul film où l'on voit un Christ qui vole dans le ciel. En général, c'est des photos arrêtées, n'est-ce pas? Le Christ meurt sur la croix, et puis le Christ ressuscite, et puis le Christ est monté au ciel. Eh bien là, dans ce film, on voit un Christ qui vole, et peu importe qu'il soit soutenu par un hélicoptère, attaché à un filin, mais il vole au-dessus du Vatican, et c'est Fellini, La vie est douce, la Dolce Vita, que je vous invite à voir et revoir sans faute à l'Odyssée jusqu'au 6 octobre. Merci, à bientôt, au revoir.